Je donne le coup d'envoi de notre webinaire. Merci déjà à tous de vous être connectés très nombreux à ce webinaire Wellium consacré à la stratégie numérique dans le médico-social. Alors, avant de commencer, les petites règles habituelles pour garantir le bon fonctionnement de cet échange. Vos micros et vos caméras sont coupés. Ceci étant, on aimerait que cet échange soit le plus interactif possible. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le canal Q et R, questions-réponses, qui est soit en haut, soit en bas de votre fenêtre Zoom. Posez-les au fur et à mesure qu'elles vous viennent. Notre modérateur William les lira et les posera au moment opportun. Je suis Nathalie Bessis-Lévy, Senior Manager pour le cabinet Wellium. Wellium, c'est un cabinet spécialiste de la transformation numérique et exclusivement dédié au secteur de la santé. Voilà, c'est suffisamment unique pour le souligner. Je serai aujourd'hui accompagnée de Monsieur Jacques Serpette, directeur général de la DAPI 27, et de Monsieur Benjamin Gaillon, directeur des systèmes d'information et de l'organisation de la Fondation Vincent de Paul. Alors, ce que je me propose de faire, c'est d'abord d'exposer quelques éléments de contexte pour passer très rapidement la parole à nos invités qui vont partager avec vous leur expérience d'élaboration de leur stratégie numérique. Alors, le contexte récent autour de la réflexion sur la stratégie numérique, il est bien évidemment très empreint des orientations en matière de politique publique, et notamment depuis 2019, la feuille de route virage du numérique en santé, qui a été quand même un jalon assez fort dans la démarche. Et on voit que ça commence à porter ses fruits et que notamment en 2022, il y a eu beaucoup de choses qui se sont concrétisées. La généralisation de mon espace de santé avec le BMP, la messagerie sécurisée de santé, le programme ESMS numérique, des évolutions sur la e-prescription, sur la téléconsultation, etc. On le voit, nous, au quotidien, sur le terrain, il y a beaucoup de projets numériques qui se mettent en place, qui sont en vue ou déjà amorcés. Des projets d'acquisition ou de mise en conformité du dossier de l'usager informatisé, des projets de transformation de process, des installations de nouveaux outils, de l'intégration de nouvelles technologies, etc. Et c'est ici un point très important du contexte, c'est pour ça que je voulais partir de là, que c'était mon point de départ, c'est qu'effectivement, on voit que la liste est longue, qu'il y a beaucoup de projets, systèmes d'information, que le rythme est soutenu, et ce qu'il faut voir, c'est les ressources que l'on a en face. Et là, on va pas se mentir, dans le médico-social, les ressources, aussi bien humaines qu'en équipement, au niveau des systèmes d'information, sont quand même assez limitées. En plus, voilà, on a une maturité digitale dans le secteur qui, même si elle a fait un grand bond en avant ces dernières années, est quand même encore assez faible. Et du coup, quand on met en face la liste des projets et les ressources, on se rend bien compte quand même qu'il y a un moment où ça va être tendu et que la marge de manœuvre va être très faible. Et c'est pour ça, en fait, que je voulais rappeler ces éléments de contexte pour dire qu'il est urgent d'attendre, que ce temps de pause avant d'agir, de mobiliser des ressources, etc., est nécessaire, indispensable, et que ce temps de pause, c'est le temps nécessaire à réfléchir à ce qu'on va faire et donc à élaborer sa stratégie numérique. Alors, c'est vrai qu'on peut dire que là, le virage numérique, il est bel et bien engagé. On le voit hein, sur le terrain, le personnel professionnel du médico-social, aussi bien que les personnes accompagnées, attendent. Maintenant, ils ont envie qu'on bascule enfin entièrement dans l'ère numérique. Et ils ont envie de pouvoir bénéficier aussi à plein de tous les avantages qu'offrent les nouvelles technologies. Donc ça, c'est déjà pas mal parce qu'on a une période où il y avait beaucoup de craintes et le souhait de ne pas le faire. Donc là, la question, c'est plus tellement est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. La question, c'est comment on fait. Et comment on fait, c'est quelle est la stratégie numérique que l'on va mettre en place. Alors, quand on voit un peu cette avalanche, et c'est ça l'élément de contexte, hein, c'est l'avalanche de projets qui nous arrivent dessus, et que nous, on est un peu comme ça, en slip, sur nos skis, on a le droit de se poser 2-3 questions. Alors, ces questions, c'est par quoi je commence, quels sont les enjeux prioritaires,
de quoi je vais avoir besoin, quels sont les bénéfices, les risques à faire, à ne pas faire, etc. Et toutes ces questions-là, elles trouvent leur réponse dans un schéma directeur des systèmes d'information. D'autres l'appellent plan stratégique numérique. C'est la même chose. C'est finalement la formalisation de la stratégie numérique, qui est une feuille de route à environ 3-5 ans, qui décrit de manière très, très opérationnelle et très concrète la façon dont on doit déployer le système d'information pour répondre aux objectifs fixés. Alors, pour démystifier un peu ce qu'est un schéma directeur, un plan stratégique, etc., je vais vous donner en substance quelques éléments de méthode. Comment est-ce que l'on procède pour élaborer un schéma directeur dans le contexte spécifique du médico-social? Parce que ça, je crois que c'est le point commun que nous avons tous là autour de l'écran, c'est que nous sommes intéressés par ce qui se passe dans ce secteur du médico-social. Alors, la première étape pour élaborer un plan stratégique numérique dans le médico-social, c'est l'état des lieux, ce que vous voyez en bas à gauche. Ça, c'est une phase durant laquelle on recense l'ensemble des usages du numérique qui existent dans l'association, la fondation ou l'établissement, peu importe. Et ça, c'est dur à faire dans le médico-social parce que on a des champs d'activité qui sont très variés. Personnes âgées, personnes handicapées, adultes, enfants, protection de l'enfance, personnes en difficulté spécifique, tout le champ du social, même socio-judiciaire. Vous voyez, en fait, ça regroupe plein d'activités très différentes avec des fonctionnalités différentes, des interlocuteurs nombreux dans le médico-social. On a beaucoup d'interlocuteurs et donc, du coup, très différents. Alors, c'est vrai que pour faire cette partie-là, vaut mieux avoir affaire à un cabinet qui connaît bien le métier, parce que c'est franchement pas simple à faire, un état des lieux en vue de faire un schéma directeur derrière dans le médico-social. Une fois que l'on sait comment on fonctionne, on peut se poser la question de ce que l'on voudrait devenir. Et ça, c'est la cible. Alors, l'élaboration de la cible dans la méthodologie Wellium, la porte d'entrée, ce sont les objectifs stratégiques. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on part des objectifs stratégiques et on les décline en objectifs opérationnels, puis en projet système d'information. Et là, vous comprenez qu'en faisant comme ça, on garantit l'alignement entre la stratégie générale de l'association et les projets SI qui vont en découler. Et ça, c'est une idée qui est centrale chez nous, c'est que la stratégie numérique, on ne perd pas de vue, si vous voulez, qu'elle est au service de la stratégie générale et que les projets systèmes d'information que l'on va déterminer doivent servir à l'association pour atteindre ses objectifs généraux. La cible, finalement, c'est un état d'ensemble vers lequel on tend. Mais on ne peut pas toujours atteindre l'entièreté de la cible. C'est pour ça qu'on a introduit la notion de scénario. Les scénarios, ce sont finalement un scope, c'est-à-dire un périmètre de la cible que l'on va pouvoir mettre en œuvre. Il y a 3 niveaux de scénario. Il y a le scénario à minima. Donc ça, ce sont tous les projets qu'on devra faire parce qu'ils sont obligatoires, soit parce qu'ils sont réglementaires, soit parce qu'ils sont techniques, mais de l'ordre du prérequis. Ensuite, il y a le scénario un peu intermédiaire qui regroupe tous les projets qui sont importants pour l'association. Et puis, le scénario dit optimiste, qui lui regroupe en fait l'entièreté de la cible et qui regroupe tous les projets, qu'ils soient minimalistes, importants ou juste utiles. Une fois que l'on sait d'où on part, état des lieux, et qu'on sait où on va, le scope de la cible, eh bien, on va dessiner le chemin entre la situation actuelle et la situation souhaitée. Et ça, c'est la trajectoire. Donc, la trajectoire, elle est constituée de tous les projets systèmes d'information qui relèvent de la ressource matérielle, immatérielle, humaine, que l'on va vouloir mettre en œuvre. La trajectoire, elle prend corps dans un portefeuille de projets. Et là encore, c'est une spécificité dans la méthodologie Wellium. Ce portefeuille de projets, il est central
puisque nous avons l'ambition d'en faire un outil à la fois d'aide à la décision, mais aussi de pilotage. Dans cette trajectoire, on va retrouver tous les projets, systèmes d'information qui vont être phasés, donc année par année, mais aussi infra-année, évidemment, et qui vont être valorisés en termes financiers. Et là, nous, on va bien dans le détail, c'est-à-dire qu'on donne même tous les comptes comptables qui vont être impactés par la mise en place d'un projet système d'information. On valorise également les projets au niveau du capacitaire humain, c'est-à-dire qu'on vous dit ce projet-là, pour mener à bien ce projet-là, il vous faut tel profil et à hauteur de quelle charge. Pourquoi on insiste dans notre méthodologie sur ce portefeuille de projets? C'est parce que c'est le garant de ce qu'on disait tout à l'heure, la mise en perspective des projets et des ressources. Parce qu'il n'y a rien de pire que de mobiliser des ressources sur un projet qui finalement n'est pas si utile, ou de commencer un projet que l'on ne pourra pas finir. Voilà. Et du coup, c'est tout ce travail de co-construction avec les équipes, mais également d'accompagnement avec les consultants William, qui permettent d'avoir une stratégie numérique qui est à la fois commune, ça c'est important aussi, que ça entraîne l'adhésion, réaliste, efficace, détaillée de manière très opérationnelle pour que finalement vous ayez un plan d'action, voire un plan d'attaque. Voilà, donc j'en ai fini pour ma part sur les éléments un peu introductifs. J'ai dépassé d'1 minute, mais peut-être s'il y a une question juste sur la partie introductive, je peux la prendre avant de passer la parole à Monsieur Serpette. Ah oui, alors effectivement, il y a une question, c'est la suivante. Vous faites référence à la feuille de route amorcée en 2019 et qui se termine cette année. Une nouvelle feuille de route est-elle prévue? Oui, alors merci pour cette question, effectivement, qui est de l'ordre de la prospective. Alors oui, elle est prévue et elle est en cours de rédaction. Ce qu'on sait pour l'instant, ce qu'on peut vous dire, c'est que a priori, on restera dans la même philosophie et qu'il y aura 3 axes autour duquel cette feuille de route va se décliner. La cybersécurité, le carnet de santé pour l'enfant, le carnet numérique de l'enfant, et un axe spécifique médico-social. Dans cet axe spécifique médico-social, on devrait retrouver des enjeux autour de la confiance mutuelle, de l'urgence de l'interopérabilité et du décloisonnement. Bon, ça, je pense que tous ces axes-là, ils nous parlent. Hein, donc, du coup, on est déjà prêts à partir sur ces sujets-là et il y a une certaine continuité. Donc, je pense que ça va faciliter toute la démarche qui a déjà été engagée. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question et je vais passer donc la parole à Monsieur Jacques Serpette. Merci, bonjour à tous. Alors, je vais me présenter rapidement et présenter l'association. La DAPI 27 est une jeune association parce qu'elle a été créée en 2017, ce qui en fait une spécificité quand même, et notamment de la situation de l'association qui reprenait une situation assez complexe et de l'élaboration de notre projet associatif dont on va reparler, qui va être un appui fort, et ça a été exposé là, pour donner sens à ce schéma. Je vais y revenir. Donc l'association, 1300 personnes accompagnées chaque jour sur des personnes en situation de handicap intellectuel ou psychique, et avec à peu près un peu plus de 500 professionnels sur 24 implantations dans le. Et donc, vous voyez là sur la diapo la photo de notre première page de notre projet associatif. Je voudrais simplement insister, alors moi ça fait 4 ans que je suis directeur général de l'association, c'est que cet enjeu informatique, il est premier, mais je me méfie beaucoup des informaticiens. Ils parlent pas toujours la même langue que nous. Par contre, bien évidemment, et je vais revenir sur la diapo suivante, sur effectivement les enjeux, les constats et les enjeux indispensables pour lesquels nous sommes tous confrontés sur le devenir et sur le contexte actuel qui est quand même particulièrement dense. Donc, on a cerné 3 constats. Le premier, c'est qu'on ne peut pas se passer, évidemment, d'avoir une stratégie numérique.
c'est un sujet d'une complexité importante, d'une diversité très large, avec une masse de questions et une masse de réflexions à mener pour arriver, on va le voir, sur effectivement un plan opérationnel. Ce que je voudrais souligner aussi, je ne sais pas s'il y en a d'autres dans cette situation, c'est que nous, on dépendait beaucoup d'un prestataire, qui était notre seul prestataire qui assurait effectivement tout le suivi, l'hébergement de nos données. Et donc, on était très dépendant de lui. Et évidemment, se pose la question du conflit d'intérêts entre effectivement ce qui étaient ses recommandations ou lui, les potentielles facturations qu'il pouvait nous assurer. Donc, on avait absolument besoin d'un tiers. Et je vais passer donc au deuxième constat sur la nécessité de se faire accompagner effectivement par des experts des systèmes d'information, soit, mais aussi pour moi des experts méthodologiques. Parce que mener effectivement une stratégie de cet ordre-là, pour l'avoir effectivement expérimenté pendant plus de 6 mois, c'est lourd, c'est des enjeux, on va le voir, entraîner tout le monde. Et donc, ça nécessite de maîtriser méthodologiquement le suivi de l'avancée de ce projet-là. Et peut-être que pour moi, d'ailleurs, c'est peut-être plus important, en tout cas, d'avoir en premier cette maîtrise méthodologique pour arriver effectivement à répondre à cet aspect très technique qu'est l'ensemble des enjeux du système d'information, que ce soit sur les choix du matériel, des réseaux, des hébergements, mais aussi, bien sûr, de tous les choix de nos logiciels. Et donc, nous, on n'est pas compétents, évidemment, on n'est pas compétents. Et donc, on a eu effectivement recours à Wellium. Alors, si je suis là, c'est que je pense qu'effectivement, c'est une entreprise pertinente. Alors, on a connu Wellium sur le DUI aussi, hein, sur un gros projet DUI sur lequel on a été retenu. Mais après, on a poursuivi sur ce schéma très global pour l'association pour arriver à avoir cette feuille de route, et c'est le constat 3 et ma crainte, et je l'avais dit dès le départ, et ça a été souvent rappelé, le risque, c'est d'arriver à une machine à gaz avec de multiples actions. Moi, j'ai quelquefois entendu des collègues ou des propos ici du secteur ou d'autres en disant, voilà, c'est important d'avoir un très beau système d'information, très important. Or, à quoi il sert? Et que notre feuille de route a toujours été est toujours partie de la réponse et le soutien qu'on doit avoir effectivement tant vers les professionnels que vers les personnes que nous accompagnons. Et donc d'arriver à avoir une feuille de route simple, opérationnelle et réaliste. Alors, je vais la présenter très vite sur quelques aspects tout à l'heure. Il y aura forcément des écarts, mais en tout cas, ce qu'on a retenu, on pense que c'est possible et qu'on va le mener et qu'on va se donner les moyens de bien le mener. La diapo suivante. Et donc, on a essayé de cerner les clés, peut-être en préparant cette intervention, quelles seraient les clés qui m'apparaissent les plus importantes. Bien sûr, et ça a été exposé par Madame Bessie-Lévy sur le diagnostic, il faut qu'on sache d'où on part. Et donc de mener un diagnostic sur l'ensemble des champs que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est évident pour tout gros projet. Et ce qui est important, effectivement, c'est bien choisir les objectifs. Et là, vous avez à droite de la diapo les grands objectifs qui sont dans notre projet plus détaillé, mais dans les grandes lignes, voilà les objectifs qu'on a retenus pour nous. Garantir la qualité d'un accompagnement personnalisé, c'est essentiel. Pour nous, c'est un peu d'ailleurs dans l'esprit Séraphin, hein, c'est d'essayer d'individualiser et de personnaliser notre accompagnement. Collaborer, soutenir et communiquer sur une dimension notamment RH pour effectivement que les équipes soient soutenues tant sur le plan de chaque personne, mais aussi sur les collectifs et sur les réflexions par équipe, mais aussi inter-équipe au niveau sur le plan de l'association. On a un projet comme d'autres très centré sur effectivement l'évolution inclusive. On a besoin de centrer ce projet qui soit en réponse par rapport à l'enjeu fort de notre projet associatif. Et enfin, bien sûr, optimiser les ressources pour arriver à trouver la meilleure adéquation entre notamment les coûts, le fonctionnement, le temps qu'on va y passer et les moyens qu'on a.
Et donc, c'est ces 4 grands objectifs sur lesquels on a travaillé, qui a été notre appui, et puis qui a été, bien sûr, un élément majeur sur la troisième clé, c'est de mobiliser. Hein. C'est vrai que c'est du temps, hein, quand même. On pourra peut-être y revenir. C'est du temps, on mobilise beaucoup de gens, notamment les cadres, mais pas que, avec un comité de pilotage qui associe tout le monde, en associant les équipes. Donc, c'est du temps. On avait d'ailleurs un petit peu hésité au départ à quel moment on allait lancer la démarche, parce qu'on n'a pas que ça, que ce travail-là à faire comme nous tous. Et donc, cette question du temps, elle est fondamentale, mais là, évidemment, alors on ne peut pas faire sans les gens, et donc c'est essentiel de mobiliser et associer l'ensemble des acteurs pour arriver à faciliter le changement. On va y revenir aussi un tout petit peu. Donc, connaître le point de départ, choisir les objectifs qui vont s'appuyer sur le projet de l'association, mais aussi sur l'ensemble des aspects technologiques, et puis mobiliser pour faciliter l'accompagnement et une attention particulière sur le temps qui est quand même important pour arriver parce que j'ai pas compté, Madame Bessilvi, mais ça a été un nombre de réunions quand même significatif. En plus, on l'a fait dans une période Covid, donc beaucoup en visio, ce qui n'est pas idéal, hein, c'est mieux pour partie de le faire en présentiel, mais ça a quand même bien fonctionné pour arriver à assurer notamment le résultat, hein, que le plan soit en vraie réponse aux problématiques analysées de tous, mais aussi que les gens puissent aussi porter ce projet et pour pouvoir le mener. Et donc, la troisième dépôt sur les résultats, on a effectivement réussi il me semble, à ce stade, assurer la pérennité de l'association et de ses activités. Un plan à 5 ans, en intégrant l'ensemble de nos contraintes, en tout cas en tentant de le faire, c'est notre feuille de route et c'est une bonne garantie. D'ailleurs, on n'en parle pas, mais en interne, mais aussi en externe, hein, vis-à-vis de nos autorités de tarification, de savoir qu'effectivement, on a un plan SI. D'ailleurs, on l'a récemment essayé de négocier par des CNR dans le cadre de notre dialogue de gestion. Mais en tout cas, on a pris en compte l'ensemble de ces problématiques-là et on en a cerné un plan stratégique. Je pense que c'est important tant en interne qu'en externe que sur notre devenir. Alors, sur le résultat 2, c'est effectivement des gens qui sont des professionnels, en premier lieu les directeurs et les cadres, mais pas uniquement. Alors, on cite Saint-Exupéry, une citation que j'aime bien, où effectivement, le plus important, si on veut construire un bateau, c'est pas forcément de donner des plans aux gens, mais c'est de faire naître dans le cœur de ces hommes et femmes le désir d'aimer la mer. C'est souvent vrai, on le sait tous, c'est important, et de donner sens, pour moi, c'était pas évident quand même, hein. Projet, un système d'information, je craignais la World Company, hein, je craignais ce que je vous disais tout à l'heure, la prise de pouvoir des informaticiens. Bah, pas du tout. Ce plan, effectivement, il doit donner sens au quotidien, il doit donner sens au projet, et il doit être facilitant sur le travail de chacun. Et donc, qu'il soit pas, moi, j'attends pas des travailleurs sociaux qui passent leur temps devant des écrans, mais plutôt qui puissent avoir des outils qui leur permettent de mieux travailler au service du projet, et notamment sur une personnalisation et sur une individuation, mais aussi sur, effectivement, un accompagnement qui va être très différent parce que très centré sur la vie de tous les jours, la vie ordinaire, et non pas toujours dans les établissements, et donc des systèmes qui vont avancer. Et enfin, bien sûr, des projets phasés et réalistes. Donc, je vais vous présenter sur un petit extrait, mais qui va nous permettre de mesurer l'avancée. Alors, nous, notre gros projet, là, on est à fond dedans en ce moment, c'est la mise en place du DUI. Hein, alors, on le fait avec 4 autres OG. C'est une grosse action pour nous. Hein, c'est plus d'1,5 million de budget avec l'ensemble financé par la CNSA. Hein. Mais c'est effectivement, et c'était pas le cas avant, le fait d'avoir associé tout le monde, d'avoir impliqué tout le monde, ça permet que ce déploiement se passe plutôt bien, même s'il est là en phase de lancement, et on verra les résultats dans 1 an en fait. Hein. C'est quasiment 6 mois, 1 an. Former les professionnels aux outils numériques. Alors, ça tombe bien aujourd'hui et au risque lié au numérique parce qu'on s'est fait pirater
sans doute un mail. Alors, le système est en train de redémarrer, mais cette question-là, c'est mon inquiétude, comme d'autres ici, j'imagine, hein, d'avoir un piratage. Alors là, les choses sont assez simples, sont en train d'être redémarrées. Mais enfin, cette question du risque numérique, notamment au RGPD, mais aussi globalement d'avoir des données numériques, c'est quand même une grosse inquiétude et on sait que c'est pas que de la science-fiction. Et donc, on a besoin de se préserver, de mettre ça en avant assez vite. Donc, on veut déployer un outil Microsoft 360, que peut-être certains ont déjà, mais nous, on ne l'avait pas. Et puis, assez vite, on veut effectivement, dans le cadre effectivement du pouvoir d'agir et du pirage inclusif, notamment, développer des outils de gestion et de traduction de technologies FALC qui, effectivement, nous permettent d'avoir des outils d'accompagnement, de meilleur accompagnement sur notre système. Voilà, après, vous voyez, je vous laisse découvrir l'ensemble les premières actions qu'on a lancées. Alors, vous voyez, quelquefois, effectivement, on a un petit peu reporté, mais c'est qu'un report. On espère que tout sera mis en place tel qu'on l'a prévu à peu près. En tout cas, on a une feuille de route avec des moyens importants, enfin avec des méthodes importantes, hein, notamment des chefs de projet sur chaque système. On n'a pas le temps de développer ça, avec des acteurs qui sont effectivement identifiés, avec des régularités de réunions pour la mise en œuvre, pour suivre et que je puisse suivre avec la directrice financière qui est chargée de ce dossier-là, la mise en œuvre de ce schéma et de l'ensemble de ces actions. Voilà ce que j'avais à vous dire dans les grandes lignes. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais en tout cas, c'est évidemment un sujet essentiel pour l'association. Et c'est essentiel qu'il soit une réponse au projet de l'association, au projet associatif, qu'il ne soit pas un système pour un système et qu'il soit bien un outil au service du projet et des professionnels qui sont impliqués dans l'association. Merci, Monsieur Serpet, c'était très clair. Ce que je voulais juste ajouter, c'est que effectivement votre association s'est engagée dans le process avant de commencer des grands projets. Et pour les associations ou les groupes qui ont déjà commencé des grands projets, on peut quand même faire le schéma directeur des systèmes d'information en cours de route, si j'allais dire. L'idéal, c'est de le faire avant, mais on peut quand même toujours rattraper le train en route si besoin. Il y a des questions. Alors, il y a une question. Oui, tu les vois aussi, les questions? Oui, il y a une question sur comment est-ce que vous formez aux outils numériques. Mais ça, je suis pas sûre qu'on ait complètement encore la réponse. On est en cours. Ouais, c'est ça. On est en cours, mais en plus, ça va dépendre de quel outil numérique on évoque. Mais il y a bien sûr des sessions de formation, mais il y a aussi la question des référents dans les établissements qui peuvent être des vrais appuis dans le cadre d'une organisation apprenante, en tout cas des organisations. Et puis, on peut aussi développer des mails réguliers pour peut-être faire monter en compétence aussi sur certains aspects, notamment sur la question de la sécurité. Et puis, une autre question, parce que vous avez un tout petit peu évoqué le sujet sur le temps que ça prend finalement, parce qu'il y a une question sur les ressources humaines internes à mobiliser pour ce genre de projet. Ouais, c'est dans les propositions, d'ailleurs dans la proposition qu'avait fait William, vous s'était identifié ça. Alors c'est compliqué, mais je peux pas vous donner un chiffre précis, mais c'était des réunions du groupe du CODIR, c'était quand même des réunions régulières. Après, il y a eu des réunions par champ, des travaux par champ, des travaux dans les équipes. Il faut bien peser ça. Parce que je pense que si on part trop vite, nous, ça a été un peu le risque. Hein, si on partait trop vite et les gens étaient démobilisés ou n'avaient pas le temps d'y consacrer, je pense que ça serait un écueil. Et donc, il faut partir à un moment donné où on a le temps de le faire, où c'était un peu… on n'a pas que ça, hein, comme nous tous. Hein, on a quand même plein de projets, plein d'actions en cours. Mais il faut être attentif à ce temps nécessaire pour arriver à entraîner tout le monde. Et puis que de la qualité du projet après. Hein. Pour compléter, je pourrais dire qu'en général, on peut faire un schéma directeur sur 6-8 mois. C'est à peu près le laps de temps qu'il faut pour le faire.
Après, évidemment, ça dépend du nombre de champs d'activité que vous avez. Ça dépend aussi des disponibilités. Il y a une question là qui est apparue sur le chef de projet interne. Oui, il faut avoir un chef de projet interne qui assure, qui est le garant en fait tout au long du projet de la continuité. Une demande très très forte de Monsieur Serpette était effectivement qu'on mobilise. Alors qu'on fasse participer le plus possible les professionnels, mais qu'on les mobilise à bon escient, quoi, de manière très, très efficace. Et du coup, dans la méthodologie Williams, ce qu'on a fait, et ce qu'on fait toujours, hein, c'est qu'on a un très longtemps préparatoire. C'est-à-dire que nos ateliers, nous, on les prépare très longtemps. Ensuite, on mobilise les professionnels de manière, avec une force de frappe, j'allais dire, très, très efficace. Et ensuite, nous, on a un temps derrière très long d'analyse. Si vous voulez, on porte le poids le plus possible du temps pour la préparation et l'analyse des ateliers. Avec aussi des outils que vous utilisez très interactifs qui permettent aussi de peser et c'est pas des outils de vote, mais c'est des outils qui permettent d'orienter sensiblement les priorités après, et ça fonctionne assez bien parce que c'est un petit côté ludique aussi, hein. Puis c'est efficace. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a d'autres questions, mais qui concernent peut-être l'ensemble de la présentation, donc je les garde. Monsieur Lacombe, vous vous reconnaîtrez. Je les garde pour la fin de l'échange, si cela vous convient. J'aimerais donner la parole maintenant à Benjamin Gaillon. Voilà, je vous donne la parole. Bonjour à vous tous. Alors donc Benjamin Gaillon, vous l'avez dit. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vue sur justement l'organisation, puisque je suis directeur des systèmes d'information et de l'organisation. Donc depuis 2020 à la Fondation Vincent de Paul. Donc moi j'ai 20 ans que je suis dans les systèmes d'information et notamment les systèmes d'information de santé. Ça fait une dizaine d'années que je travaille avec Wellium, à l'époque où ça s'appelait pas Wellium. Et puis aujourd'hui, je gère une DSIO d'une quinzaine de personnes. Alors c'est une grande fondation, hein. On est plus de 2600 salariés, il y a 400 bénévoles. Il y a 4 secteurs, le secteur de la santé. Donc je sais que santé sanitaire notamment et ESMS, hein, c'est pas la même chose. J'entends ça toute la journée. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir justement un spectre global, notamment sur la santé, ça fait 550 lits, 4 cliniques sur Strasbourg, un IFSI. Sur les ESMS, 3 gros secteurs, secteur personnes âgées où il y a 12 EHPAD, 2 résidences autonomie, le secteur de l'enfance où il y a plus de 900 places d'accueil, troubles psy, troubles psychiatriques, langage écrit oral, déficience intellectuelle, protection de l'enfance, protection judiciaire de la jeunesse, et puis la solidarité où là il va y avoir des lits halte soins santé, des lits d'accueil médicalisés, des centres d'accueil de demandeurs d'asile et des bureaux d'accès au logement. Donc vraiment un spectre très large. On va voir sur la prochaine diapo, on a des constats, puisque aujourd'hui, ce qui était important, donc on a mis en place le schéma directeur des systèmes d'information. On part d'un constat qui est d'avoir ce besoin de s'aligner, de mettre tout le monde autour d'une table et d'avoir des cibles partagées. Les cibles partagées, c'est le diagnostic. On détermine les enjeux, les besoins communs, pragmatisme, et pas partir dans des délires d'informaticiens, hein. Tout à l'heure, Monsieur Serpette le disait, le risque, c'est de partir sur des solutions techniques. Et c'est surtout ce qu'il faut éviter. Et donc, associer les acteurs, trouver le plus petit dénominateur commun où on a eu besoin, puisque avec toutes les activités qu'on a, il y a forcément des choses qui nous rassemblent. Premier constat. Et ça relève de tout le monde. Chaque décideur va devoir s'emparer de ce sujet. C'est pas juste une personne qui décide au nom de tout le monde. Deuxième constat, le besoin d'anticiper. De tracer une trajectoire, une route. Même si le cap, il dévie, on sait qu'on revient toujours sur la route. Et pour ça, c'est avoir la situation actuelle, la situation cible, et comment on fait pour aller de l'actuel à la cible, mettre en place des projets qui sont décrits, tout à l'heure Nathalie le disait, dans le portefeuille projet. Le troisième constat,
c'est de bien estimer les implications. Alors, aujourd'hui, les décisions qu'on va prendre en décision générale, ils vont avoir un impact sur les systèmes d'information, mais il y a aussi des décisions qui se font dans les systèmes d'information qui vont avoir des impacts directs ou indirects sur les processus, sur les autres directions, sur les différents acteurs. Clairement, ça demande à ce qu'il y ait de la coordination et de la communication. Et qu'il n'y ait pas cette vue unique informaticien, c'est de l'informatique, donc vous inquiétez pas, je vais vous bidouiller un truc. Donc vraiment réconcilier le métier et la vision technique. Alors sur notre slide, on a les clés. Les clés. Mes clés. Structurer la démarche en mode projet. Structurer la démarche en mode projet, c'est avoir une méthodologie. Une méthodologie, il faut pas rentrer dans des notions complexes. Il faut rentrer sur l'utile, des notions de pro, de print, de tout ça, de toutes les jargons qu'il peut y avoir dans le projet. Rester simple, avoir une comitologie, ça veut dire savoir qui fait quoi, qui est responsable de quoi, qui va être acteur, et puis d'avoir des outils adaptés, pouvoir s'échanger de l'information. Tout à l'heure, M. Serpette parlait de Office 365. C'est clairement un outil connu de tout le monde. Tout le monde connaît à peu près Word, Excel et Outlook. Et ça permet de se partager de l'information. La deuxième clé, c'est anticiper et accompagner le changement. Alors, là-dessus, sur cette partie-là, c'est d'avoir des besoins. On a des besoins en termes de ressources techniques et on a des besoins en termes de connaissances qui sont nécessaires. Tout le monde ne s'improvise pas chef de projet, tout le monde ne s'improvise pas directeur de projet. Pour ça, c'est dans un premier temps de pouvoir accompagner. Accompagner, c'est de la communication, c'est de la pédagogie, potentiellement des gestions de conflits, mais l'enjeu majeur, il est de faire monter l'ensemble de tous les acteurs en compétences et de pouvoir créer cette synergie que je vais appeler l'intelligence collective. Et pour ça, nous, on a eu besoin de prendre en compte les disparités parce que dans le secteur de la santé, notamment, ce que je disais tout à l'heure par rapport aux sanitaires, les ESMS, ils ont quand même une petite dizaine d'années de décalage. Ils n'ont pas eu les mêmes moyens. Ils commencent à avoir des moyens, et je m'en réjouis. Et je pense qu'en se structurant et justement en prenant tout ce que le sanitaire a déjà essuyé comme plâtre, ça peut permettre aux ESMS de rattraper, voire même de dépasser assez rapidement. Mais aussi de prendre en compte les disparités qu'il y a à l'intérieur des champs ESMS, parce que le secteur de l'enfance, ça va pas être le même que le secteur des personnes âgées. Et même dans les maisons de retraite, on va pas avoir le même niveau de maturité. Donc c'est vraiment prendre en compte tout ça et de pouvoir, clé numéro 3, se centrer sur l'humain. Parce que globalement, le système d'information, il sert à collecter, il sert à stocker et à traiter et diffuser de l'information. OK. Mais finalement, c'est bien l'humain qui collecte et qui informe le système d'information. Et d'ailleurs, en termes de système d'information, ça existait même avant l'informatique. Vous aviez des parapheurs. Un système d'information, il peut exister sans informatique, mais il ne peut pas exister sans humain. Et donc, c'est mettre tout le monde au cœur, tous les humains au cœur de ce projet-là, et de pouvoir rendre chacun acteur et responsable de son champ. Alors, tout ça, ça donne des résultats. Les résultats, ils sont simples. 3 résultats. C'est d'avoir des objectifs qui sont ajustés aux moyens. J'aime bien cette phrase, c'est soit on a les moyens de nos ambitions, soit on a les ambitions de nos moyens. Donc, c'est définir des objectifs spécifiques, mesurables, puisqu'on sait qu'on est arrivé à l'objectif seulement quand on l'a mesuré, atteignables, réalistes et définis dans le temps. Ça n'empêche pas d'être avant-gardiste et de pouvoir avoir quelque chose qui tient la route.
Deuxième résultat, sérénité dans l'action. C'est tellement plus agréable de travailler dans la sérénité que dans l'urgence et la panique. Alors pour ça, c'est se préparer. Se préparer, ça va générer de la sérénité. C'est un peu comme, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est déjà arrivé, quand il n'y avait pas les GPS, on préparait ou pas notre route. Je pense que c'était ma femme qui préparait ça. Et puis, on se retrouvait à un carrefour, on savait pas où on allait, puis on finissait par se disputer. Bon, alors aujourd'hui, il y a les GPS, mais il faut quand même définir une route, de toute façon. C'est un petit peu mettre un phare et que ceux qui sont perdus autour, qui sont dans la brume, puissent aller dans cette destination. Cette trajectoire et cette route qu'on a définie en amont, avec les objectifs stratégiques. Donc vraiment, le schéma directeur, c'est le point de référence, le phare dans la brume. Et puis, troisième résultat, l'efficience dans l'action. Alors, l'efficience dans l'action, c'est ce que disait Monsieur Serpette tout à l'heure, hein, c'est que tout le monde ne part pas dans tous les sens, qu'on utilise les ressources au bon moment, au bon endroit. Pour ça, ça nécessite une organisation. Clairement, si on n'a pas d'organisation, c'est un petit peu, vous savez, comme quand on a une lampe et puis qu'on n'a pas la lentille de la lampe, on éclaire partout. Alors oui, on a de la lumière, mais c'est très faible et on n'y voit pas grand-chose. Avec l'organisation, on peut pointer et diriger parfaitement l'énergie. Et puis, au passage, ça amène de l'attractivité RH. Quand tout le monde est emmené dans le même endroit et qu'ils sont rassurés vers où on va, ça se passe quand même nettement mieux. Voilà, donc c'était un petit retour que je vous fais qui me paraissait important de vous donner ces clés de lecture. Je suis presque dans le timing, donc je vais arrêter là et je crois que ça va être le tour des questions. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Gaillon, pour cette intervention. Monsieur Serpette, vous voulez réagir à l'intervention de Monsieur Gaillon particulièrement? Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est que vous aviez deux profils finalement très différents, un directeur d'une association, un DSIO, une appétence à l'informatique très différente. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de points communs finalement entre vos deux approches. Et je pense que c'est sur ça qu'on se fonde en fait quand nous on accompagne nos clients. On va chercher en fait les points de cohérence et on s'appuie sur les valeurs, etc. Et là, je trouve que c'était assez frappant que deux approches très différentes convergent comme ça sur des points quand même très très structurants finalement de la démarche. Non, je suis complètement d'accord. On se connaît pas du tout avec Monsieur Gay. Et c'est vrai qu'on voit les deux contenus de deux interventions. En gros, on dit la même chose. Hein. Et le plus important, c'est effectivement l'efficience, l'efficacité et le sens. Et éviter de donner. C'est là où on est très différents. C'est que je me méfie de vous. Vous êtes informaticien, hein, donc. Mais en fait, on partage. Mais là où ça change, c'est que vous êtes DSI quand même. Effectivement, donner sens et effectivement un lien. Et tout le monde. C'est des sujets importants d'ailleurs qu'on n'aborde pas là, mais on n'a pas une taille, nous, pour avoir un DSI, c'est pas possible. On est responsable du système d'information, parce qu'il y a quand même des seuils. Mais peut-être que c'est aussi un avantage aussi de répartir cette préoccupation, et qu'en tout cas, ça soit porté par plusieurs acteurs au niveau de la direction générale et au niveau des directions. Donc, en gros, on dit la même chose. Ouais. Voilà, avec une approche différente, mais des valeurs un peu similaires. Alors, est-ce qu'il y a des questions Alors, sur la partie de Benjamin, peut-être, est-ce qu'il y a des questions Voilà, il y en a une notamment sur le fait que vous ayez également une activité sanitaire. Vous l'avez dit, c'est une espèce de locomotive finalement. C'est quoi les points parce que nous, on veut parler du médico-social aujourd'hui. C'est quoi les spécificités? Qu'est-ce que vous diriez qui est vraiment très spécifique au médico-social? Ensuite, on pourra compléter Monsieur Serpette et moi-même, mais ce qui fait que notre secteur est si différent des autres. Est-ce qu'il y a On l'a pas préparé, ça. Non, c'est un piège. Qu'est-ce qui est différent Alors, premièrement, le manque de moyens. Pas du tout les mêmes moyens.
qui dit manque de moyens, ça veut dire qu'on a des profils de cadres qui vont être beaucoup plus, entre guillemets, couteau suisse, et qui vont pas facilement voir l'intérêt des systèmes d'information comme ça dans les médias en se disant, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire notre travail. Ça, on n'a pas le temps. Et c'est de pouvoir justement rassembler les énergies pour mettre des outils au service des projets d'établissement, au service des dossiers individuels, individualisés. Ça va être là-dessus la différence. L'avantage que je vois dans les ESMS, c'est qu'on va avoir moins de contraintes de type qualité, de type obligation de remplir ci et ça et ça. Donc on va pouvoir avoir les coudées un peu plus franches. Et puis, oui, voilà, ce que je vois dans les médias, c'est ça. Déjà, donc effectivement, des moyens limités, peut-être moins de normes, effectivement, même si on y vient aussi, mais effectivement, il y a peut-être moins de normes pour le moment dans le médico-social. Monsieur Serpette, qu'est-ce qui fait notre particularité dans le médico-social? Moi, je connais très peu le sanitaire, donc c'est pas du tout mon domaine. Je pense que les modalités de qualité sont différentes. Effectivement, il y a beaucoup moins de normes et donc des systèmes qui sont plus on a besoin de remplir des cases pour s'assurer que la procédure a été respectée, parce que la procédure en travail social, c'est compliqué. Et d'ailleurs, à mon avis, c'est une attention aussi à avoir. Attention au risque de 1984, de trouver, d'avoir des systèmes où on va tout normer, où on va donner des informations dont on n'a pas l'utilité, quoi. Donc, peut-être des acteurs plus en frein par rapport au système d'information que dans le sanitaire, avec des résistances plus fortes, je sais pas. On va dire que dans le sanitaire, ils ont été obligés de s'y mettre il y a une dizaine d'années. Il y a un peu moins culturel dans le médico-social. Voilà, il y avait ces mêmes freins à l'époque. C'était très complexe. Et aujourd'hui, ce que je vois des ESMS, c'est qu'il y a une marche à monter, mais tout le monde est prêt à la monter. Il y a 10 ans, quand on commençait à parler d'informatique, les iPhones n'existaient pas. Et il n'y avait pas vraiment de solution Wi-Fi pertinente, etc. Donc, ça restait quand même assez complexe à mettre en œuvre. Aujourd'hui, il y a des choses à faire. Donc, non, je pense vraiment que les ESMS, pour eux, c'est le moment. Et s'ils viennent avec une pensée structurée, ils s'organisent. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Je vois que dans le chat, une personne qui dit que le sanitaire a déjà essuyé les plâtres. Clairement, ça a déjà été essuyé et ça va permettre de s'en inspirer largement. Ouais, on peut dire que le médico-social part peut-être avec un petit temps de retard, mais effectivement, je partage ce qui est dans le chat. On va rattraper, c'est sûr. On fera mieux. Non, mais c'est sûr qu'on essuie les plâtres et puis il y a une telle envie là. On a créé l'envie aussi en partant avec un temps de retard. Et ça c'est un vrai facteur qui peut déterminer, qui facilite en fait les choses. Ok, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il y a effectivement une suggestion de Monsieur Lacombe concernant les grades et de manière générale. Donc, je vais lire ce que dit Monsieur Lacombe. Il dit qu'il y a beaucoup de grades qui proposent des solutions régionales de sensibilisation des utilisateurs à la sécurité du système d'information. Donc, c'était effectivement tout à l'heure quand il y a une question sur comment est-ce que vous formez les participants. Donc, de manière générale, oui, n'hésitez pas à faire appel à vos grades et sur tous les sujets, en fait, tous les supports de droit commun qui existent, on devrait s'appuyer dessus au maximum pour pallier justement nos manques de moyens et puis pour agrandir en fait ce partenariat autour de nos projets. Donc, merci Monsieur Lacombe pour cette suggestion effectivement
de solliciter les grades sur les sensibilisations à la cybersécurité. Nous-mêmes, chez William, on propose différents types de formations pour aider, en fait, cette montée en compétences dont on venait de parler là, dans le médico-social, sur qu'est-ce qu'un système d'information, qu'est-ce que le numérique, est-ce que finalement, beaucoup d'entre nous, on fait un peu semblant d'avoir compris, mais il y a des choses qu'on n'a pas très, très bien compris. Donc ça, le parti pris chez William, c'est de repartir vraiment des fondamentaux, des définitions. Donc, on propose des formations sur ce qu'est le numérique, ce qu'est un système d'information. Bon, les services socles aussi, on a une formation sur les services socles et sur, évidemment, la sensibilisation également à la cybersécurité adaptée au secteur du médico-social. On est tous d'accord pour dire que voilà, ça va être fondamental. Il faut effectivement que les personnes soient formées, qu'on fasse preuve de pédagogie et qu'on donne envie aux autres de s'y mettre. Et je pense que c'est aussi l'objet du webinaire d'aujourd'hui. Peut-être que je vais conclure là-dessus. Ce que l'on espère, c'est que ceux qui ont des réticences ou qui hésitent à se lancer dans leur stratégie numérique ont compris que c'est plus qu'important, que c'est essentiel. On espère aussi que ceux qui avaient peur, qui avaient des réticences, que cet échange avec nos intervenants ont pu quelque part les rassurer et que ceux qui souhaitent mener cette action ont dans leurs mains les cartes qui va leur permettre d'aller de l'avant sur cette démarche. Voilà, c'était un peu une sorte de conclusion. Les questions, on les a vues, on répondra à celles qu'on n'a pas pu répondre là en séance. Ce qu'on souhaitait tous, c'était vous remercier pour votre participation à ce webinaire William. Évidemment, vous pouvez nous suivre tous, que ce soit la DAPI 27, la Fondation Vincent de Paul ou William, sur nos sites internet et sur nos réseaux sociaux. Et puis, je tenais à remercier nos deux intervenants pour le temps qu'ils ont pris pour partager leur expérience. C'est très valeureux. Et puis, je voudrais remercier aussi l'équipe William qui a permis d'organiser ce webinaire et qui nous donne tous les jours les moyens de travailler dans de bonnes conditions. Vous pouvez le voir, on creuse les sujets, on va au fond, on a le temps de réfléchir à ce que l'on fait. Et donc, voilà, je tenais à remercier aussi le cabinet William de nous permettre de mettre en place ce genre d'événements et de pouvoir prendre le temps aussi à nous de travailler dans de bonnes conditions, de réfléchir à nos méthodologies, d'échanger avec nos clients sur les points d'amélioration, etc. Voilà, merci à tous et puis à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci à tous en effet. Je vais vous ouvrir un sondage